Est-ce que le fait de s'intéresser à l'écologie, c'est une question de genre, homme-femme? Il est temps que la planète redevienne verte. J'essaie de prendre un maximum le vélo pour me déplacer. Je mange de la viande rouge quotidiennement. Tu es rassasié, beaucoup plus que si tu bouffais un repas végétarien de merde. Éduquer les filles, c'est sauver la planète. Je pense qu'avoir une culture plus masculine qui célèbre l'agressivité mérite d'exister. Est-ce que ça, là, c'est des clichés ou bien c'est le reflet de la réalité? J'avoue que parfois, dans l'équipe, on se pose la question. Et si on se pose la question, c'est notamment à cause de ça. Oh, les stats de notre page Insta. Sur notre page Insta, voilà, l'audience, elle est à 75% féminine et 25% masculine. C'est fou, non? C'est louche, cette différence. Et pourtant, dans l'équipe, on n'est pas du tout anti-homme, que ce soit clair, il y a autant d'hommes que de femmes, ça aussi, je peux vous le montrer. Petite photo d'équipe, voilà. Ce que je veux comprendre, c'est s'il y a vraiment une différence. Est-ce que les hommes s'intéressent moins à l'écologie que les femmes? Et si c'est le cas, comment on fait pour changer ça? Je répète, le but, c'est pas de dézinguer les hommes. Hey. Ok. Salut. Bonjour. Selon vous, qui est le plus écolo, les hommes ou les femmes? Quelle question, ça? C'est genré, ça? Je pense les femmes. Les femmes? Moi, je dirais les femmes. Hein. Non, je pense pas. Aïe, 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 aïe. J'entends beaucoup plus de femmes militer sur le sujet que des hommes. Moi, je dirais comme un peu plus les femmes. J'ai déjà entendu dire que les femmes avaient une plus grande conscience écologique que les hommes. Parce que nous, ça, on a plus tendance à prendre la voiture. Il me semble que les hommes mangent plus de viande. C'est pas très écolo. On prend mieux soin de la planète que les femmes. Ah ouais, mais explique-moi pourquoi. On veut faire une descendance, donc on a obligé de garder bien, la planète. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bon, je voudrais pas me la ramener en tant que femme, mais voilà. Tout le monde a quand même plus ou moins l'air de constater le même truc. Alors j'ai demandé à des collègues, à d'autres créateurs de contenu, pour voir si eux aussi, ils voyaient cette différence. Et oui, en fait, dans la majeure partie des cas, on fait le même constat. Nos collègues de Quel temps pour la planète, sur leur page Facebook, ils sont à 60% de femmes et 40% d'hommes. Et sur Instagram, les créateurs de contenu à qui on a demandé, voilà. C'est clair, ça dépend un peu du réseau social, mais en règle générale, les comptes qui parlent de climat sont plus suivis par des femmes et parfois, ça monte même jusqu'à 80%. Alors j'ai fait mes petites recherches pour essayer de comprendre pourquoi. Et je suis tombée sur des trucs, genre ça par exemple. Voilà, des personnes qui se revendiquent anti-environnement, qui revendiquent le droit de polluer au nom de la liberté. Pour eux, le pétrole et le droit de polluer, c'est comme des outils en fait pour exprimer leur identité masculine. Ah, ça sent si bon. Prenez-en une bouffée, c'est tellement bon. Ouais, c'est ultra cliché et rassurez-vous, j'ai fait mon boulot, j'ai aussi surtout trouvé des études hyper sérieuses sur le sujet. Alors je suis vraiment désolée pour toutes les personnes de genre masculin, mais oui, le genre, le fait qu'on soit un homme ou une femme, semble avoir une influence sur notre rapport à l'environnement. Et le premier truc qui permet de comprendre ça, c'est l'empreinte carbone. Ouais, le montant de gaz à effet de serre qu'on émet varie selon qu'on soit un homme ou une femme. Alors évidemment, on parle de moyenne, on parle pas de cas particuliers, je suis pas hyper fière de dire ça, mais mon empreinte carbone à moi, je crois qu'elle est plus élevée que celle de mon collègue François, par exemple, qui est un homme. Bon alors, sur quoi je me base pour dire que l'empreinte carbone des hommes, en général, est plus grosse que celle des femmes? Cette étude-là, elle a été faite en Suède en 2021. Et ce qu'elle dit, c'est que l'empreinte carbone moyenne d'une femme célibataire est 16% moins élevée que l'empreinte carbone d'un homme célibataire. Et ça, ce serait dû à la mobilité. En clair, les hommes, ils vont plutôt se tourner vers des grosses voitures qui consomment énormément de carburant, alors que les femmes seront plus enclines à se tourner vers de la mobilité partagée. Dans le même temps, les femmes achètent plus de vêtements ou de meubles et de décorations d'intérieur, mais ça fait pas le poids face aux gros moteurs. Oui, c'est hyper cliché, mais c'est la réalité. Bon, mini parenthèse, pour toutes les personnes non binaires qui ne se reconnaissent pas dans ces chiffres, je suis désolée, mais les études qui parlent de ça ne prennent en compte que 2 genres. Alors, ça, c'est une étude qui a été faite la même année, 2021, mais en Grande-Bretagne, et elle se base sur l'alimentation. Ce que ça dit, c'est que dans l'assiette, les femmes émettent 41% de gaz à effet de serre en moins que les hommes.
Pourquoi? Ce serait dû à la consommation de viande des hommes qui est plus élevée que celle des femmes. C'est aussi dû à la consommation de boissons autres que de l'eau en plus grande quantité que les femmes. Et puisqu'on parle d'alimentation, j'ai ça aussi. C'est un sondage IFOP qui a été fait en France et qui nous dit que 67% des personnes végétariennes sont des femmes. Ah oui, petit rappel, dans un calcul d'empreinte carbone individuelle, la viande, ça pèse lourd, on vous en a déjà parlé ici. Ça parle pas d'empreinte carbone, mais c'est un sondage qui est intéressant. Il a été fait dans les pays du G20 et ce qu'il nous montre, c'est que 62% des femmes sont préoccupées par l'état de la nature contre 56% des hommes. Ok, donc si on résume, les femmes sont plus préoccupées par l'état de la planète, elles consomment moins et au-delà de ça, c'est ce qu'on voit avec ce sondage réalisé en Union européenne, 75% des femmes déclarent faire plus de tâches ménagères que leurs conjoints. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'elles sont plus en charge de l'impact environnemental de leur ménage puisque c'est elles qui vont faire les courses, qui vont acheter des produits, l'alimentation, etc. Bon, j'aurais pu vous en sortir plein des études comme celle-là, tellement il y en a. Ça a été compliqué de choisir. Le truc, c'est que de toute façon, le mur est trop petit. Il y a une chose peut-être à retenir, c'est que c'est une tendance globale qu'on remarque partout dans le monde. Mais pourquoi en fait? Pourquoi les comportements des hommes diffèrent de ceux des femmes quand il s'agit de climat? Pour comprendre, je suis allée voir une scientifique qui bosse sur ces questions, Maria Martín de Almagro. En gros, les questions de genre et de climat, c'est son truc. Elle est chercheuse et enseignante à l'université de Gand et elle est passée par plein d'autres unifs au Canada, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud ou même aux États-Unis. Maria, comment on explique qu'il y ait une telle différence dans les affinités pour l'environnement et dans l'empreinte carbone des hommes et des femmes? Il y a beaucoup d'études qui montrent en fait qu'il y a une relation assez étroite entre protection de l'environnement et stéréotypes des genres. Alors on va penser que les femmes, elles sont plus douées pour prendre soin des autres, mais aussi pour prendre soin de l'environnement. On va voir que les femmes aussi se soucient beaucoup plus des générations futures. Et alors que les hommes, en fait, pour être un homme fort, pour être un homme viril, on va avoir des comportements qui sont nuisibles pour l'environnement. Donc par exemple, on va rouler des grosses voitures, on va consommer plus de viande pour montrer à l'autre en fait qu'on est puissant, qu'on est fort. Même pour les hommes, ceux qui se préoccupent pour l'environnement, ils vont privilégier des solutions basées sur la croissance verte, par exemple, donc la production de voitures électriques, etc. Il y a aussi un concept qui a été développé pour montrer comment, dans les sociétés occidentales surtout, on va avoir une relation assez étroite entre aussi production et consommation de pétrole et virilité. Et c'est le concept des pétromasculinités. Et donc ça, c'est vraiment une attente de la société envers les hommes, ce symbole de puissance. Mais cette puissance-là, elle peut aussi leur porter préjudice aux hommes. Oui, évidemment. Aussi une chose qu'on voit dans les études sur les catastrophes naturelles est que dans les sociétés occidentales surtout aussi, on va voir beaucoup plus d'hommes que des femmes victimes des catastrophes naturelles. Et pourquoi? Parce qu'il y a ce sentiment de la part des hommes qu'ils doivent être plus forts, qu'ils doivent en fait protéger les femmes, protéger leur famille. Donc ça va les ramener en fait à avoir des comportements qui risquent leur vie pour sauver les autres. Et ça vient des attentes, évidemment, de la société envers les hommes. Ok, ce que je retiens à ce stade, c'est que le problème, en fait, il vient des attentes de la société envers notre genre. En gros, qu'on soit un homme ou une femme, la société projette des choses sur nous, et ça a une influence sur nos comportements. Donc, c'est un peu normal si les femmes sont plus tournées vers l'environnement. Mais si on pousse le raisonnement un tout petit peu plus loin, si on a envie de protéger l'environnement, la nature, le climat, pourquoi on n'inclut pas plus de femmes dans les prises de décision? À moins que ce soit déjà le cas, les femmes dans les prises de décision. Alors, gros sujet. Si vous aviez encore un doute, non. Les femmes qui représentent la moitié des personnes dans le monde ne représentent pas la moitié des ministres, ni la moitié des personnes dans les conseils d'administration d'entreprise. Vous voulez des chiffres? J'ai des exemples. Lors de la COP29, à Bakou, sur les 78 chefs d'État représentés, à peine 8 étaient des femmes. C'est tout juste plus que 10%. Pas beaucoup, hein. Et cette différence entre les genres, il n'y a pas besoin d'aller dans les sommets mondiaux pour la constater. Dans le monde, en 2022, les femmes occupaient à peine 26% des sièges parlementaires. Alors au-delà de ces deux chiffres, il y a aussi plein d'études
qui montrent à quel point on aurait intérêt à atteindre la parité. Ouais, apparemment, quand il y a des femmes à des postes de direction, c'est pas mal. Bon, pas toujours, hein, évidemment, on parle de moyenne et pas de cas particuliers. Moi, j'ai fait une petite compile de plein d'études qui montrent que les leaders femmes prennent plus de décisions en faveur du climat et de la biodiversité. Ça, par exemple, c'est la Banque européenne d'investissement. Et cette étude, elle montre que les entreprises qui sont dirigées par des femmes font plus d'efforts pour diminuer leurs émissions et elles sont meilleures dans les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Ça, c'est une analyse qui a été faite par Bloomberg sur 11 700 entreprises. Et ça dit plus ou moins la même chose. En gros, il y a un lien entre le nombre de femmes dans les comités de direction et la gouvernance climatique et l'innovation. Ici, on est dans un autre domaine, l'agriculture. C'est un rapport qui a été fait par Oxfam. Et ce que ça dit, c'est que les chefs d'exploitation qui sont des femmes sont plus enclines à se tourner vers le bio, le circuit court et la vente directe. Voilà, il n'y a pas photo en fait. Ce que disent ces études, c'est qu'on mise pas assez sur les femmes. Et pourtant, il y en a des femmes qui font bouger les choses ou qui les ont fait bouger. Alors maintenant, on fait quoi? Sérieux, comment on fait pour pas diviser encore plus la société entre femmes et hommes? Pour plein de gens, c'est tendu en fait, cette question environnementale. C'est vécu comme une restriction de liberté, alors que tout le monde devrait pouvoir vivre comme il a envie de vivre et polluer s'il a envie de polluer. Alors comment on fait pour rassembler les femmes et les hommes autour de cette question de la survie de l'espèce humaine? Maria, comment on fait pour pas diviser encore plus la société et pour essayer d'avoir une vision commune finalement de ce qu'est la liberté? Il y a beaucoup de définitions de la liberté. Il y a évidemment la notion de « je fais ce que je veux », si je veux conduire ma voiture, je conduis ma voiture, si je veux manger de la viande, je mange de la viande. Mais il y a aussi une autre conception de la liberté qui est l'idée des non-dominations. Soit non-domination sur la nature, sur l'environnement, soit la non-domination sur l'autre. Donc on n'est pas impiétiné non plus sur la liberté de l'autre, de vivre et d'avoir droit à un environnement sain. Souvent, en fait, on va avoir besoin de mettre des mesures qui limitent en sorte nos libertés individuelles pour protéger les biens communs, qui est un environnement où on peut respirer, où l'eau n'est pas polluée, et aussi pour protéger les libertés individuelles et collectives des générations futures. Donc de s'assurer aussi que nos enfants, par exemple, et les enfants de nos enfants pourront vivre là où ils le souhaitent. Quand on voit qu'il y a des catastrophes naturelles de plus en plus récurrentes, on aura moins de liberté à choisir l'endroit où on va habiter, on aura moins de liberté à voyager parce qu'il y aura évidemment moins de terres disponibles aussi. Donc je pense qu'il faut réfléchir à comment en fait la protection de l'environnement nous offre beaucoup plus de liberté individuelle et collective sur les longs termes et non pas seulement regarder sur les courts termes ce que je veux faire ici, maintenant, en dépit des autres. Ça, c'est vraiment ce que je veux retenir de cette interview. En fait, notre liberté individuelle, elle a une limite. Par exemple, la liberté des générations futures. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc pour lequel Valérie Geron se bat au quotidien. En gros, son boulot, c'est de motiver les chefs d'entreprise à prendre des mesures en faveur de la durabilité. Elle transforme des contraintes en moteurs, quoi. Ça n'a pas l'air facile tous les jours, mais le défi a l'air passionnant. Je m'appelle Valérie Geron et donc je suis facilitatrice en transition depuis 2019. Donc mon travail, c'est de rendre la stratégie de développement durable la plus facile et la plus enthousiasmante possible pour les dirigeants, les dirigeantes et leurs équipes. Les entrepreneurs en Belgique, c'est essentiellement des hommes. Il y a 2 tiers d'hommes pour 1 tiers de femmes. Et les femmes, elles sont plutôt dans des professions libérales, où elles vont être dans des entreprises de services, ou encore dans des commerces. Donc fondamentalement, et moi et mes collègues, on va avoir en face de nous davantage des hommes, de manière vraiment largement disproportionnée par rapport au nombre de dirigeantes femmes. Ce serait vraiment beaucoup plus intéressant d'avoir autant de femmes entrepreneuses que d'hommes entrepreneurs. Et de manière générale, ce serait intéressant d'avoir davantage de diversité au niveau des directions, des comités de direction, des conseils d'administration. Tout simplement parce que quand on a
uniquement un style de personne au bord de la table qui prend des décisions, on n'a qu'un seul point de vue. Si jamais on a des femmes et des hommes autour de la table, on va avoir une compréhension beaucoup plus large de la réalité qui est hyper complexe et on mettra en place des solutions qui sont beaucoup plus adaptées à toute la réalité et pas seulement à une vision très particulière. Souvent, quand on va en entreprise, on va avoir deux types de réponses. On va avoir un comité de direction entièrement masculin et je suis souvent la seule femme dans ce comité de direction à intervenir. Et on m'explique que dans l'entreprise, il n'y a pas de problème, sauf que je suis en effet la seule femme. Et où on va m'expliquer que le problème, c'est que dans ce secteur-ci, c'est pas possible de faire autrement. Et cette valorisation, ce hockey du statu quo, pour moi, est très, très compliqué. Ne pas valoriser les femmes, c'est mettre l'entreprise elle-même en danger. Et puis, c'est à se poser la question, mais quel est l'avenir? Est-ce qu'on prépare aux filles, aux jeunes filles qui sortent des universités et qui, elles aussi, doivent prendre une place dans la société? Alors, est-ce que l'écologie, c'est un truc de femme? Bah oui, un peu. Cela dit, c'est pas une fatalité, ça peut changer. On oublie un peu les attentes de la société envers les genres, on pense à nos enfants et à nos petits-enfants. Et puis surtout, on arrête de croire que grosse bagnole et homme viril, ça va ensemble. Ah ouais, et un dernier truc. J'imagine que sous cette vidéo, il y aura des commentaires désagréables. Alors, messieurs, avant de commencer à écrire, je vous dis juste un truc. Dans cette vidéo, on parle pas de cas particuliers, on parle de moyenne. Des hommes qui font les choses bien, évidemment qu'il y en a plein. Allez, vous savez ce qu'il vous reste à faire? Inverser la tendance de nos stats sur les réseaux sociaux en vous abonnant à nos pages. Il n'y a pas de Planète B sur Insta, Facebook, YouTube, Ovio. Faut rien rater de mes vidéos. Bisous et bonne chance surtout. Tu veux un bout de brownie? Il a l'air trop bon. Je le mange, hein.